Bom dia, boa tarde, boa noite. Bonjour, bonsoir. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe, spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. La nutrition fonctionnelle est une stratégie qui est utilisable et peut être utilisable pour tous les professionnels de santé. Si vous êtes coach sportif, médecin, naturopathe, chiropracteur, ostéopathe, dentiste comme moi, n'importe votre profession, dès que vous avez l'intérêt de proposer des solutions en santé à votre client ou à votre patient, vous êtes complètement éligible pour appliquer la nutrition fonctionnelle de A à Z. Et c'est pour ça qu'on est là tous les jeudis à 19h29 pour vous proposer quelques solutions et pour vous le montrer que pour devenir un professionnel top niveau, vous avez besoin de la base fondamentale. Vous avez besoin d'un des piliers de la nutrition fonctionnelle qui est la biochimie et la personnalisée. Déjà, la biochimie et en nutrition fonctionnelle, la biochimie personnalisée. La nutrition fonctionnelle, elle est centrée vraiment sur la personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protocole. On n'utilise pas de protocole. Si vous voulez oublier le protocole, si vous voulez réfléchir sur votre client ou sur votre patient et vraiment proposer une solution et à partir de là, marquer l'esprit de votre client ou de votre patient en train de dire « Wow, ce professionnel est top, viens comigo. Vous avez besoin de venir avec moi. » Parce que je ne vous dis pas ça comme ça. Ce sont des années d'expérience. Ce sont des années que je cherche à trouver des solutions qui ne passent pas toujours par médicament. Le médicament, il est bienvenu pour de court terme, pour soulager de l'inflammation aiguë, évidemment. Mais dès qu'on passe à inflammation de bas grade, avec une CRPUS altérée, là, on est déjà dans les maladies à long terme. Et ce qui tue, ce n'est pas, ou ce qui nous fait handicapant, ce n'est pas l'inflammation aiguë, parce que elle est bienvenue. Elle va cicatriser, elle va réparer. En tant que l'inflammation chronique, elle va détruire, elle va effectivement amener la personne au contraire de ce qu'on appelle la vitalité positive. Vem comigo! Et aujourd'hui, ce sujet-là, hypoxie et ischémie, je voudrais quand même dire que ce sont des sujets qui ne font pas partie de notre quotidien vraiment. Mais l'hypoxie est complètement liée à l'inflammation. Et c'est pour cela que je vous montre cet article, hypoxie et ischémie et inflammation. Déjà, qu'est-ce que c'est hypoxie? Hypoxie, c'est tout simplement un apport insuffisant d'oxygène. Et là, on va remarquer que une augmentation de la synthèse des eicosanoïdes. Alors, à quoi sert la science fondamentale? La science fondamentale, elle sert à nous donner la possibilité de comprendre les mécanismes physiologiques pour après comprendre la physiopathologie de maladies. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est eicosanoïde et vous êtes dans la nutrition, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous donnez un seul conseil d'alimentation à votre client ou à votre patient, vous avez l'obligation de savoir qu'est-ce que c'est un eicosanoïde. Eikosie signifie 20 en grec. Donc, c'est constitué, ces eicosanoïdes, d'une vaste famille dérivée de l'oxydation d'acides gras polyinsaturés. Une autre définition qu'on a déjà parlé pas mal la dernière fois. Mais quand on parle de 20 carbone, acide gras polyinsaturé, je suis sûre que dans votre tête, ça vient l'acide
arachidonique. Acide arachidonique, ça vient de notre tête, membrane plasmatique. Ça vient de notre tête aussi, phospholipase. Et bon, ils peuvent être, ces eicosanoïdes, cycliques ou linéaires. Quand vous voyez cyclique, c'est parce que le dessin au niveau de la chimie organique va présenter une ligne qui se ferme. Et linéaire, c'est une chaîne. On distingue, je suis en train de vous donner quelques idées des eicosanoïdes. Parce que ça ne sert à rien que j'ai dit augmentation de la synthèse des eicosanoïdes dans l'hypoxie, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est eicosanoïde. Alors, on distingue deux types, les leucotriènes et les prostanoïdes. Les leucotriènes sont produites par l'action de la 5-lipoxygénase. Vous savez qu'on a la COX, la LOX, et là on est la 5-lipoxygénase à partir de ce fameux acide arachidonique, où on aura la formation de DHGL, dihomo-gamma-linolénique, etc. Et les prostanoïdes, qui sont les prostaglandines et thromboxanes. Il y a un groupe qu'on appelle prostacycline, mais on ne va pas parler beaucoup parce que c'est un médicament, mais qui est dans ce groupe-là aussi. Donc, on a prostaglandine qui est de métabolite de l'acide arachidonique. Ça, il faut absolument savoir. Prostaglandine, Elisa, c'est quoi? Métabolite, ça veut dire dans la voie de l'acide arachidonique, on va arriver à ce prostaglandine. Prostaglandine, prostaglandine, ampère, qui vont avoir une réponse biologique au niveau de notre corps. Tout ça, si on parle de membrane cellulaire, il y a l'action d'une enzyme qui s'appelle phospholipase A2. Très bien. Et alors, j'ai trop parlé, mais l'augmentation de la synthèse des eicosanoïdes, qui maintenant vous savez qu'est-ce que c'est, dans l'hypoxie, et la réperfusion après ischémie. Donc, quand on a une ischémie, manque d'oxygène, hypoxie, après, on va voir la réperfusion. La réperfusion, c'est le retour de l'oxygène après une ischémie, qui se fait après une ischémie. Exemple, infarctus du myocarde. Qu'est-ce que c'est l'infarctus du myocarde? La personne va avoir une hypoxie et ils vont mettre un ballon, un stent, qui va augmenter l'oxygénation. Et bien là, on aura une augmentation de l'inflammation. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas aussi simple. Après, la phospholipase, exemple, phospholipase A2 que je vous ai parlé, phospholipase A2 et la COX-2. On a COX-1 qui n'est pas inductible, elle est naturelle, et la COX-2 qui est inductible. On a la transcription et ou l'activité des gènes qui vont augmenter pendant l'inflammation. Dans l'inflammation, on aura une augmentation des COX-2. Il y a toute une conséquence vis-à-vis de cette augmentation des COX-2 avec plusieurs effets biologiques. Mais là, on parle de quoi? D'inflammation. Donc, pendant l'inflammation, on a l'augmentation de phospholipase A2 et de COX-2. Pour cela, il va falloir connaître les voies métaboliques des acides gras, polyinsaturés et saturés. Très bien. Alors, cela va générer une dysfonction mitochondriale, production des espèces réactives d'oxygène et, quand on dit ENOS, c'est espèces réactives nitrogénées, azotées. D'accord? Donc, ce n'est pas que oxydation, aussi nitrosation avec l'azote. Donc, on aura production de radicaux libres. OK? Et qu'est-ce qui va se faire? On aura alors une expansion du processus, augmentation du processus inflammatoire. Donc, vous avez compris que à une situation d'hypoxie, on va activer phospholipase A2 qui va augmenter le nombre de radicaux libres, qui va avoir encore une expansion du processus inflammatoire. C'est vrai que toutes ces situations-là n'est pas une situation qu'on voit tous les jours, mais j'avais l'obligation de vous montrer quand même situation de hypoxie et d'ischémie. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, la situation du coureur au niveau de l'intestin qui va passer par cette constriction de l'intestin au moment qu'il va courir. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon qui est inflammatoire. On va parler d'un autre groupe qu'on a déjà beaucoup parlé, qui n'est pas que d'autres choses que des protéines,
qui sont les cytokines. Mais là, on va parler des cytokines dans un contexte de vieillissement. Vous savez tous que les cytokines, normalement, cytokines pro-inflammatoires comme interléukine 1, vous vous rappelez du sel qui va augmenter cette interléukine 1, pourquoi? Qui va activer TH17, interléukine 6, TNF-alpha, tout ça sont des cytokines pro-inflammatoires. Mais quand on parle de cytokines, on peut avoir de l'autre côté aussi les cytokines plutôt anti-inflammatoires, comme interléukine 10 que je vous ai parlé, interléukine 37. Regardons ici. Âge, ça c'est le titre de cet article. Un article là-haut que je vais traduire. Âge et maladies liées à l'âge, rôle de déclencheur de l'inflammation et des cytokines. Voilà. Donc, il va nous montrer, tout simplement, attendez, hop. Ici, on a NF-kappa B. NF-kappa B, c'est un facteur de transcription cytosolique qui sera stimulé pour plusieurs voies et qui va nous amener à une augmentation des cytokines inflammatoires. Interléukine 1, interléukine 6, TNF-alpha. Ça, je vous ai mis ici, cette balance, parce que ce qu'on cherche, c'est un équilibre, parce que vous savez qu'inflammer est physiologique. Mais on a notre côté anti-inflammatoire qui va faire l'équilibre au travers des TREG, lymphocytes T régulateurs. Vous avez vu ça. Et c'est cet équilibre qu'on cherche. Si nous, on n'a pas cet équilibre, on va être amené à une augmentation de l'inflammation, à la permanence de cette inflammation, qu'on va appeler inflammation chronique, augmentation de stress oxydatif, stress d'azote, de nitrogène, comme on dit en portugais, stress d'azote, N. Et tout ça va nous amener à long terme à arthrite rhumatoïde. N'oubliez pas qu'arthrite rhumatoïde est aussi liée à sel. Pourquoi? Parce qu'elle va activer l'inflammation, le sel. On a parlé de tout ça, sauf que la complication, la complexité de notre étude, de notre objet d'étude, c'est que tout est lié, tout a des relations. Et pour unir tous ces points, c'est ça la beauté, mais c'est ça la complexité. Et c'est ça qui fera de vous un professionnel niveau top, top, top. C'est pas que savoir que le sel active l'inflammation. C'est dans le contexte de votre client et de votre patient. Oubliez, il faut oublier complètement le protocole et commencer à réfléchir, qu'est-ce que je fais avec ce patient? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette personne va arriver à sa vitalité maximale qu'on appelle vitalité positive, qui va au-delà de tout simplement l'absence de signes et symptômes. Il y a le facteur psychique aussi, il a l'émotionnel, il a le spirituel qu'on appelle avoir un propos, il a l'émotionnel. Tout ça, vous allez regarder de haut par rapport au nœud biologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a tout ce nœud biologique que je suis en train de vous expliquer, mais au-dessus, vous avez le mental, le psychique, le propos qui est au-dessus. Si vous ne travaillez pas ce au-dessus avec le en dessous, on ne va pas régler le problème de notre client, de notre patient. Pour tout cela, vous avez besoin de créer une alliance thérapeutique. Et on a plusieurs techniques. On a, exemple, pour faire ce travail, parce qu'il y a aussi le stress qui va aussi causer ça. Donc, on a comme option la psychologie positive, on a PNL, programmation neurolinguistique, on a, et vous avez vos outils de coach aussi parmi vous. Il y en a des personnes qui ont plusieurs choses dans leur, elles vont tirer là une solution. Moi, je travaille avec certaines courantes que j'applique. Et à partir du moment que notre patient, on n'arrive pas à travailler là-dessus parce que c'est trop complexe, on va passer à un professionnel qui est spécialisé en ça. Comme un psychologue, on peut avoir un psychologue fonctionnel. On peut avoir un psychiatre fonctionnel. On peut avoir n'importe quelle profession de santé fonctionnelle. Si vous voulez diminuer
le médicament, donner plus de force à cet corps, possibilité que l'organisme fait un combat par lui-même. Et là, on est bien dans le sujet parce que c'est le vieillissement. Et donc, on aura à la fin, on peut avoir diabète, maladie de Parkinson, on peut avoir des problèmes au niveau du cœur, athérosclérose, maladie d'Alzheimer, cancer, ostéoporose. Le problème, c'est que vous regardez toutes ces étiquettes, vous essayez de donner une solution au cancer, à l'ostéoporose. Si vous êtes médecin ou pas, le médecin, qu'est-ce qu'il va proposer de la maladie d'Alzheimer? Franchement, il va la traiter. Il va donner des médicaments. Pour le Parkinson, idem, n'est-ce pas? Il va dire qu'il y a un manque de dopamine, il va donner de la dopamine, il va remarquer que le patient parkinsonien, il a un problème de constipation absurde, le parkinsonien va commencer à trembler. Mais quel est notre travail? Notre travail, c'est si on est déjà dans ces étiquettes-là, on va pas, à nous intéresse pas les diagnostics. Le diagnostic de Parkinson, c'est pas le principal, faire le diagnostic. Le principal, c'est de comprendre qu'est-ce qui a amené cette personne à cet état inflammatoire, à cet état de santé et intervenir avec les armes qui sont nos armes qui va dépendre, même une personne qui a Parkinson, même une personne qui a Alzheimer, si elle n'est pas à la fin, si elle est à la fin, elle est à la fin, on est d'accord. Mais le processus d'Alzheimer peut durer 20 ans, 30 ans. Et on veut quoi? On veut retarder. J'ai des patients Alzheimer? Oui. J'ai des patients diabétiques? Oui. J'ai des patients parkinsoniens? Oui. Et je veux quoi? Je veux retarder leur processus de dégénération au maximum. Et il y en a d'autres que je peux revertir la situation, comme c'est le cas des diabétiques non insulinodépendantes. Tout ça, c'est possible. Ah, vous êtes en train de faire de l'apologie contre les médecins. Ah non, on ne va pas rentrer dans cette dynamique. Absolument pas. Les médecins sont des professionnels de santé qui ont une formation pour l'aigu. C'est ça la vérité. Vous pouvez me dire si c'est faux. Ils n'ont pas une formation aboutie pour tout ce qui est chronique. Et c'est pour ça que j'ai des élèves médecins. Parce qu'ils veulent faire différemment. Ils veulent sortir du protocole. Et le protocole, on est obligé quand on est dans l'aigu. Il n'y a pas de solution. Dans l'aigu, il va falloir suivre pas un, pas deux, pas trois. Et c'est très bien. Et c'est super. Et heureusement qu'on a ça. Mais ce que je vous invite, c'est numéro 1. Est-ce que vous avez la base fondamentale? Comme je vous ai dit, un équilibre de pro-inflammatoire et un équilibre anti-inflammatoire. Là, on rentre dans un autre sujet qui c'est un sujet du futur. Un sujet du présent et du futur. Un sujet qu'il va falloir entrer là-dedans si vous voulez être vraiment au top. C'est l'inflammation et les SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Regardez ici, ça c'est un test génétique qu'on peut faire. Ce test-là a été fait au Brésil parce que j'ai des patients brésiliens. Et ce test a été fait au Brésil. Et comme je ne veux pas faire de la propagande en France de aucun laboratoire, je vous montre le test brésilien. D'accord? Ici, on a la base de la science fondamentale qui est là. Ça, c'est un nucléotide. Pour comprendre cette histoire de single nucleotide polymorphisms, vous avez absolument besoin de comprendre ça. Vous savez que notre ADN est constitué de nucléotides. L'unité s'appelle nucléotide. Donc ici, on a de phosphate, qui c'est là. On a des pentoses. Cette pentose, ose, c'est un sucre. Ce sucre, si c'est ose, c'est un sucre, peut être un acide désoxyribonucléique, qui c'est notre ADN, ou acide ribonucléique, c'est le ARN. Mais là, je suis en train de parler alors de ADN. Donc, on a tout ce pentose parce que c'est un sucre de 5 carbones, qui est ADN, désoxyribonucléique, associé à des bases azotées. Vous voyez, des bases azotées. Base azotée, c'est une base qu'il y a de l'azote, évidemment.
Et là, je vais aller encore un peu plus loin parce que je vais vous montrer maintenant la séquence des nucléotides. Donc ici, on va voir là, en dehors là, vous voyez, on va voir qui? La pentose avec le phosphate. Ça, je vais vous montrer. Ça c'est en gris. C'est pentose avec phosphate. Une représentation schématique, n'est-ce pas? Ça, c'est le brin d'ADN. Et là, au milieu, on a cette séquence de nucléotides. Regardez. Vous voyez que la base azotée va former là un nucléotide. Et là, vous pouvez voir mieux, là, un nucléotide qui serait la base azotée, qui dans ce cas-là s'appelle cytosine, plus ma pentose, qui dans notre cas c'est la désoxyribose, plus un phosphate. Voilà un nucléotide. Ce nucléotide va se combiner avec une autre base azotée. Vous voyez qu'il y a, là il va avoir une pont, mais on ne va pas rentrer dans ce détail, une liaison d'hydrogène entre ces deux éléments, dans ces deux bases, mais vous voyez que ça rentre parfaitement ici avec la guanine. Donc, on a toujours cytosine avec guanine, guanine avec cytosine. Et comme c'est un ADN, on aura thymine avec adénine. Thymine avec adénine ou adénine avec thymine. Donc, est-ce que vous avez compris qu'ici, on a une séquence de nucléotides et que ça, c'est le brin d'ADN? Tout est bon. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire des SNPs que j'explique, et il y en a pas mal de personnes qui ne comprennent rien. Regardez, là, vous comprenez, tout est clair. Nous avons ici le brin d'ADN, nous avons les bases, donc ici, on a une séquence de nucléotides, on est d'accord? Alors, vous voyez ici que dans cette séquence, j'ai C avec G, cytosine avec guanine, thymine avec adénine, adénine avec... Donc, dans ces trois nucléotides-là que je vous montre, vous avez la correspondance là. Qu'est-ce que c'est un SNP? C'est qu'un single nucléotide, un seul. Regardez, à la place de C, G, il a été remplacé par AT. Problème, ça, c'est un SNP. Si 1% de la population a une modification comme ça, qui n'est pas de la majorité de la population, 1% a ça. On va considérer ça comme un SNP. Et combien de SNPs ils ont déjà trouvé? À peu près 1 million. Est-ce qu'on a étudié tous les SNPs? Absolument pas. C'est ça le secret. Parce que ils ont pensé qu'en étudiant ça là, le génome, on était à l'abri, on allait découvrir toutes les maladies au monde. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Que non. Parce qu'il y a le SNPs, il y a les phénomènes épigénétiques qui changent les choses et ça peut encore être transféré à d'autres générations comme ça. Et donc, on aura ces SNPs et là, la chose a compliqué 1000 fois parce qu'on a 1 million de SNPs. Et on ne sait pas aujourd'hui quels sont les SNPs qui vont effectivement causer de maladies et ceux qui sont là mais qui n'ont pas une représentativité en termes de causer un impact dans notre organisme. Est-ce que vous comprenez que cet ADN-là, ça, c'est dans toutes nos cellules qui ont un noyau. C'est répétitif tout ça. Mais là, vous pouvez me demander, Elisa, je ne comprends pas cette histoire d'ADN. Parce que vous nous dites tout le temps qu'on a la cellule, on a le noyau et dedans on a l'ADN qui est le même dans la cellule du foie et dans la cellule du rein. Mais si c'est les mêmes, comment le foie sait qu'il est foie, les cellules du foie, les hépatocytes, comment les hépatocytes vont savoir qu'ils sont hépatocytes et les entérocytes qui sont de l'intestin vont savoir qu'ils sont entérocytes et les cellules rénales vont savoir que c'est une cellule rénale. Parce que il y a dans chaque région de facteurs de méthylation qui vont se faire et qui vont maintenir quelques gènes en silence s'il n'est pas un hépatocyte. S'il est un hépatocyte, ces gènes vont s'exprimer.
Donc, c'est cette histoire d'expression et d'inhibition qui fait la caractérisation, l'identité de chaque cellule, mais aussi, cette expression fait aussi la possibilité que la personne va devenir malade ou pas. Est-ce que vous le savez que 99% de tous ces gènes-là ne sont pas exprimables, ne sont pas exprimés du tout. Ils sont en silence. Et on a de parties génétiques qui s'appellent extrons et introns qui vont dire, exons et introns qui vont nous dire parties qui peuvent s'exprimer et parties qui ne peuvent pas s'exprimer. Le problème, c'est quand on a un exon qui va s'exprimer, qui ne devrait pas s'exprimer et qui est le gène que votre mère a mis là pour un cancer. Et donc, aujourd'hui, on peut faire des examens. Vous voyez AOC, CAT, IFMG, IL-1B. Ça, on a déjà parlé. Interleuquine, 1 bêta. Et on va voir à quel niveau on a, au niveau génétique, cette interleuquine 1B. Est-ce qu'elle présente un risque normal, un risque inflammatoire? Parce que quand on parle d'interleuquine 1 bêta, c'est risque inflammatoire. Ou un risque élevé ou aucun résultat. Il n'y a pas de conclusion par rapport à cette gène qui a été mesuré. Donc aujourd'hui, ils ont mesuré par exemple tout ce gène-là. Vous voyez? C'est énorme. Mais il y a 1 million. On est loin du compte. Donc là, j'ai une expression de cette interleuquine 1B, j'ai l'expression d'interleuquine 18. Vous voyez que mon interleuquine 10, elle est normale. C'est bien, parce que c'est une interleuquine anti-inflammatoire. Mais l'interleuquine 6, je suis à risque élevé. Et c'est une interleuquine pro-inflammatoire. Donc, il va falloir connaître que l'interleuquine 6, elle est pro-inflammatoire, et que j'ai un risque moyen d'interleuquine 1B. Donc, tout ça, c'est une notion, ça nous donne une notion de comment fonctionne le corps de cette personne au niveau inflammatoire. Mais c'est vraiment une notion. Et à partir de cette notion, je sais que c'est une personne qui a un terrain inflammatoire. Interleuquine 6 est avec risque élevé. Alors, c'est une personne qu'on va prendre encore plus d'attention aux problèmes inflammatoires. Je voudrais vraiment montrer l'importance de ces examens génétiques. Alors, je fais un grand parenthèse. Numéro 1, ne faites pas ça si vous ne savez pas faire l'interprétation. Parce que vous allez faire plus peur aux gens que d'autres choses. Point numéro 2, ne faites pas ça pour les personnes qui sont extrêmement anxieuses et qui ont peur d'avoir de résultats de ce type-là. Parce que vous comprenez bien que ça, c'est un SNP, ça, c'est une inflammation, et que n'importe ce que tu fasses, elle va présenter la génétique de la personne. Donc, ça veut dire qu'on va essayer que ça n'exprime pas, mais on ne peut pas, ça sera comme ça. Elle a ce gène-là. Vous comprenez? Donc, on va changer l'épigénétique pour empêcher l'expression. C'est ça l'idée. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter ce type de choses. Parlons maintenant d'un sujet très important, les allergies. Mais les gens mélangent tout parce que c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui donne aussi beaucoup de discussions. Je ne sais pas trop pourquoi. À mon avis, c'est un manque de connaissances qui donne toutes ces discussions-là. Parce que allergie, c'est parler de immunoglobuline. Allergie, j'ai allergie au lactose. Vous êtes en train de dire une grosse bêtise. Parce que allergie, c'est réaction immunitaire aux protéines. Lactose, vous avez de l'intolérance. Et quand même, parce qu'avoir de l'intolérance au lactose, c'est très rare pour notre population caucasienne. Je ne suis pas asiatique. Pour les Asiatiques, c'est déjà un peu différent. Il y a une relation. Et allergie, soit allergie retardée ou allergie tout court, alimentaire que vous mangez et vous êtes en train d'aller à l'hôpital parce que vous pouvez faire un édème de Quink, c'est toujours protéine, s'il vous plaît.
Donc, dire que vous avez de l'allergie à lactose, ose, sucre, c'est complètement hors contexte. Vous dites une grosse bêtise. En revenant à notre allergie, marqueur de l'inflammation de la muqueuse intestinale et immunoglobuline spécifique au lait de vache dans l'allergie du lait de vache non IgE. Écoutez-moi. Marqueur de l'inflammation de la muqueuse intestinale. Là, tout va bien. Et immunoglobuline spécifique. Immunoglobuline. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Si vous ne connaissez pas, combien de fois j'ai reçu dans mon cabinet de patients et des clients qui viennent d'autres professionnels de santé que me disent des choses absurdes en disant que la naturopathe, même le médecin, je ne sais pas qui, a fait le test alimentaire et que la personne a une allergie au lait de vache. Attention, allergie au lait de vache non IgE, ça veut dire une allergie retardée. Mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est immunoglobuline et d'où ça vient. J'ai l'impression. Si on parle là, malgré, écoutez-moi, malgré l'élimination, donc dans ce cas-là, la personne elle a une allergie non IgE. Si elle a une allergie IgE, c'est une allergie qu'on fait le test, que tout le monde connaît. Elle a une allergie. OK. Mais si elle a une allergie non IgE, parfois, on enlève le lait et malgré l'élimination du lait de vache, ça c'est cet article-là, les enfants atteints d'IgG à l'alpha-caséine et la bêta-lactoglobuline semblent avoir une inflammation chronique des bas grades dans leur muqueuse intestinale. Qu'est-ce que le titre veut dire? C'est qu'on a enlevé le lait, ok? Et malgré tout ça, il y a encore présent une inflammation chronique de bas grade. Mais et là, je vous demande pourquoi. C'est très intéressant la réponse, hein, en fait. Les anticorps IgG contre les antigènes alimentaires, il y a type d'IgG aussi, hein. C'est pas aussi simple. Donc, les anticorps, donc ça veut dire qu'immunoglobuline sont des anticorps. IgG, c'est un type d'immunoglobuline. Contre les antigènes alimentaires sont corrélés à l'inflammation et à l'épaisseur des carotides chez les jeunes obèses. Alors, déjà, je vais vous répondre à la question d'avant. Pourquoi, quand on enlève le lait, ça peut rester parfois une inflammation de bas grade? Parce que peut-être, vous n'avez pas cherché d'autres aliments, tout simplement, d'autres aliments qui vont présenter cette IgG. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ces IgG-là, elles bougent. Ça veut dire qu'une fois que l'intestin a été traité, on peut faire que les IgG deviennent tolérés par le corps. Alors, on parle un petit peu des IgG et des immunoglobulines. Je vais essayer de vous donner une notion. Les anticorps IgG, on va parler un peu des immunoglobulines. Qu'est-ce que c'est un anticorps? Je voudrais savoir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un anticorps? Quelle est l'origine de cet anticorps? Ces anticorps, en fait, ils viennent de plasmocytes. Les plasmocytes sont de lymphocytes B activés. Et la différence est qu'on a des récepteurs et on a des anticorps. Les récepteurs, c'est les structures pareilles de l'anticorps fixées à la membrane du lymphocyte B. Une fois que ce lymphocyte B il est activé, il devient plasmocyte et il va sécréter cette structure qui va appeler maintenant anticorps ou immunoglobuline. Et on a plusieurs types d'immunoglobuline, par exemple, du type IgA, on a immunoglobuline D, immunoglobuline E, immunoglobuline M, et chaque immunoglobuline aura une fonction dans notre corps, comme c'est le cas, par exemple, des IgG, ou une fonction, non, quelques fonctions spécifiques dans notre corps. Et ça, c'est une étude
énorme parce que quand vous allez étudier anticorps, vous avez besoin de savoir quelques définitions que je vais vous donner tout de suite. Définitions, je vais vous tester. Est-ce que vous connaissez HMLA? Est-ce que vous connaissez épitope? Est-ce que vous savez quelles sont les cellules présentatrices d'antigènes? Est-ce que vous savez la différence de lymphocyte T et lymphocyte B? Tout ça fait partie de ce monde du nœud qu'on appelle le nœud immunitaire, le nœud de l'inflammation, le nœud de la réparation, qui fait partie de la nutrition fonctionnelle. Et là, on a les anticorps IgG contre les antigènes alimentaires sont corrélés à l'inflammation et à l'épaisseur des carotides chez les obèses. Vous voyez? Carotides. Donc, ce travail-là montre la relation des IgG avec processus inflammatoire. Et ici, on a produits laitiers et inflammation, un examen de preuves cliniques. Ce que je vais vous donner comme réponse et que je voudrais savoir votre opinion. Donc, la question que je vais vous poser est, qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Oui ou non. Les produits laitiers inflamment ou pas? Alors, je vais vous présenter des articles scientifiques. Qu'est-ce qu'ils disent les articles? Parce que rentrer dans cette chose de « je pense que »,« je crois que oui », non, c'est pas bien ça. Alors, regardons ensemble. Ici, vous avez nombre d'études sur le sujet. Quel sujet? Si le produit laitier inflamme ou pas. A review of the clinical evidence. Donc, cet article fait une révision de tous les articles, ou de tous, des articles qui sont considérés importants pour savoir est-ce que c'est inflammatoire ou non. Là, vous avez le nombre d'études. Donc, on va dire ici que, regardez bien, tac, ça, cette couleur-là que je vous donne, c'est tout ce qui est. Vous voyez ici qu'on a un corps inflammatoire. Donc, inflammation 0, elle est ici. Inflammation niveau 1, niveau 2, va jusqu'au niveau 10. Et là, c'est anti-inflammatoire. Donc, si vous regardez le nombre d'articles, donc on va prendre ici 10 articles ont dit que le lait présente une inflammation, un score 8. Vous voyez? Anti-inflammatoire. Vous avez compris? OK? De ce côté-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vous avais dit, c'est pour ça que j'ai mis un vert. Ça, c'est anti-inflammatoire. Et de ce côté-là, c'est inflammatoire. Le vert, c'est anti-inflammatoire. Et le rouge, c'est inflammatoire. Et le gris, c'est neutre. Donc, ça veut dire que à peu près 26 études ont présenté le lait comme neutre. Ni pro-inflammatoire, ni anti-inflammatoire. Vous allez être surpris. Et de l'autre côté, on a des articles qui montrent l'inflammation. Je suis sûre que vous êtes surpris. Donc, vous aurez quoi? Entre 10 et 5, 15, 7 études qui ont trouvé une inflammation, 6. Pas beaucoup d'études ont trouvé une inflammation niveau 9 par rapport au lait. Après, on va regarder cette situation. Ça, c'est neutre. Donc, je vais vous poser une question. Où est votre client ou votre patient? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est ici? Ou est-ce qu'il est ici? Chaque patient est unique. Arrêtez de penser qu'il y a un seul traitement pour un individu. Un individu d'1,70 m qui fait 60 kilos, ils ne sont pas tous saveur vanille. Il y a un qui sera saveur chocolat, l'autre vanille, l'autre mélange de chocolat avec vanille. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. La personne qui est devant vous, elle attend une attitude professionnelle de votre part. Et pas tout simplement dire « Ah, lait !» Non. C'est trop. Non. Vous voyez, le problème, c'est que on ne sait pas. On ne sait pas. Les études montrent que même le lait
consommé par des vaches qui consomment que de l'herbe peut être inflammatoire. Et le contraire aussi. Et là, on va venir ici parce qu'il y a ce mot que je viens de vous dire tout le temps. Donc ici, on a anti-inflammatoire, sans effet et pro-inflammatoire et le nombre d'études. Vous voyez quand même qu'on a moins de pro-inflammatoires que de anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que notre corps a une tendance de bien nous défendre. Là, il y a une question que personne pose. C'est que ces individus-là sont des individus sains. Sont des individus qui n'ont pas de problème. Et nos patients, notre client, arrivent déjà avec une vitalité positive très conturbée. Et donc, on n'aurait pas cette réponse-là. On aurait, on peut supposer qu'on aurait beaucoup plus de pro-inflammatoires. C'est pas qu'une question génétique. Si c'était ça, ça serait simple. Non. C'est une question de hyperperméabilité intestinale aussi. C'est une question de santé aussi. Donc là, on a notre groupe anti-inflammatoire, notre groupe sans effet et notre groupe pro-inflammatoire. Nombre d'études, là, entre 30 et 35, ici un peu moins. Mais vous voyez aussi que en termes de nombre d'études, ce n'est pas extrêmement significatif. Ce n'est pas là-bas, là, et là, en haut. Mais c'est là une tendance qu'il montre. Le plus important, c'est d'arrêter de chercher des protocoles. Apprenez à traiter des humains. Soyez libres. Sortez du lot. Arrêtez votre histoire de protocole. Ici, sont des patients sains. Vous voyez? Là, on a anti-inflammatoire, le lait. Hein? Ça, c'est que le lait. Hein? Après, on va voir sans effet. Et on va voir, vous voyez que là, déjà, les pro-inflammatoires et les sans effet, c'est un peu pareil. Mais les sujets sains, la majorité, le lait est anti-inflammatoire. Vous voyez? Ici, c'est le syndrome métabolique. Dans le syndrome métabolique, on a groupe anti-inflammatoire et groupe pas d'action. Et quand on va aux symptômes gastro-intestinaux, c'est encore différent. Ça nous fait poser énormément de questions. J'aurais pu pas vous montrer ça, mais je vous montre ce qui est actuel. Donc, on a fait des bouquins et des bouquins sur le lait, en parlant très mal du lait de vache. Ok, je ne parle pas de l'industrie du lait, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire que la situation que les études montrent sont comme ça. Mais là, je vous montre une étude qui a été faite avec symptômes gastro-intestinaux. On n'avait que neutre et action inflammatoire. Ça fait du sens. Et hypersensibilité. Parmi les hypersensibilités aux protéines du lait, beaucoup d'inflammés. Ça, c'est pour vous montrer la logique. Il y a une logique. Les personnes saines sont moins susceptibles. Et les personnes plus malades sont plus susceptibles. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas? Je vous présente ici un résumé très important en ce qui concerne l'inflammation. Je vous ai mis tout écrit en portugais parce que j'ai trouvé ça en portugais et je me suis dit, ils vont tout comprendre. On n'a pas besoin de traduction. Regarde, pollution et tabac, stress psychologique, sommeil, activité physique, manque de sommeil, évidemment, manque d'activité physique, diète hypercalorique, obésité, production, alors, AGE, on a parlé de ça, charge glycémique, acide gras industrialisé, trans et quelques saturés, spécialement en combinaison, excès de sel, je vous ai parlé de tout ça, fast food, baisse de micronutriments, dysbiose. Alors, la phrase que je voudrais vous montrer, c'est celle-là. Le revolver sont les gènes que je vous ai montrés tout à l'heure. Et le revolver ne change pas. Le revolver ne change pas. Ce qui peut changer, c'est la gâchette, qui sont les habitudes et les modes de vie de la personne. Alors,
Les gènes sont l'arme que vous ne pouvez pas changer. Et votre mode de vie tire la gâchette. Une représentation plus claire, je ne pouvais pas vous donner. Les gènes sont l'arme. Alors, on va faire une étude génétique, pourquoi pas? Pour faire plus d'attention à la gâchette. Et tout ce sujet-là paraît de sujet extrêmement nouveau, la biochimie personnalisée. Donc, je ne voudrais pas finir sans vous donner ce bouquin de Roger Williams qui a été écrit en 1956, Biochemical Individuality, et il existe en français. 1956. Hyper intéressant. Je vais répéter ma phrase. Les gènes, c'est pas Williams qui a dit ça, hein? Les gènes sont l'arme et votre mode de vie tire la gâchette. On vient de finir notre grand chapitre de l'inflammation et de ce dit déclencheur. J'espère que vous aurez la possibilité de connaître tout ça en profondité. Pour commencer, je vous invite à partir du premier live, du premier déclencheur, qui c'est le microbiome, et aller jusqu'au bout de ce dit déclencheur. Vous aurez une vision complètement différenciée, totalement peut-être pour vous nouvelle de l'inflammation. Et plus, vous allez voir que votre profession, soit-elle un coach sportif, un dentiste, un naturopathe ou un médecin, vous aurez la possibilité de amener votre patient et votre client à une situation complètement différente d'état inflammatoire en utilisant que la nutrition fonctionnelle. Vem comigo. Conclusion. Éliminer les allergènes. Les allergènes, on vient de parler, sont des situations très spécifiques de chaque patient, de chaque client. Réparer l'intestin. Pour cela, la nutrition fonctionnelle a un programme qui s'appelle le programme du 6R, qui parmi vous, il y a quelques-uns qui connaissent un peu déjà, mais qui, dans notre formation, va aller très profondément. Détoxifier de métaux lourds. L'alimentation, elle doit être plutôt bio. Ah, mais je n'ai pas l'argent pour une alimentation bio. Si vous faites les comptes calmement, vous allez arrêter de manger tout ce qui est industrialisé et l'argent va venir pour faire l'alimentation bio. Je vous promets. Faites une activité physique adaptée à votre situation. Quand je dis adaptée, ça donne l'impression que j'ai dit attention, allez calmement pour faire une activité physique. C'est pas du tout ça. Hein? C'est qu'on a de rythme, de haut impact, on a des activités physiques qui vont augmenter la masse musculaire comme objectif. Il y en a d'autres qui vont participer de stabiliser un peu les stress oxydatifs parce que l'activité physique à l'outrance, elle va donner beaucoup de radicaux libres. Tout ça. Dormez avec un sommeil adapté. Adapté pourquoi? Parce que selon chaque personne, c'est pas parce qu'une personne, elle ne dort pas 10 heures et elle dort 6 heures qu'elle n'est pas en bonne santé. Ça va dépendre de qui on parle. Est-ce que cette personne est plus âgée? Est-ce que cette personne est un petit dormeur? Tout ça va dépendre. Il y a des personnes qui vont dormir 10 heures, mais qui vont se réveiller 10 fois. Réduisez le niveau de stress, comme si c'était facile. Anxiété, dépression et passer aux émotions plus saines. Ça, c'est pas un conseil. Ça, il va falloir un coach. Ça, il va falloir intervenir. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, diminuez votre stress. Hein, comment? Diminuez votre anxiété. Hein, comment? Tout ça fait partie de la partie biochimique que vous allez intervenir par rapport à sérotonine, mélatonine, ça veut dire la voie du tryptophane. On peut aller vers la voie de la kynurénine ou on peut aller vers la voie de la production effectivement de sérotonine et de mélatonine. Ça va dépendre de nos enzymes. Est-ce qu'il y a la présence inflammatoire? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Vous voyez, tout a un raisonnement. Réduisez oméga 6 et augmentez oméga 3. Ça, c'est une bonne option. Toute seule, ça ne fait rien. Allez demain dans une pharmacie et commencez à acheter des oméga 3 comme ça, vous n'aurez pas la solution
pour votre client ni pour votre patient. Lui dire d'acheter ça tout seul sans avoir mis cette personne dans la matrice de la nutrition fonctionnelle, c'est une faute grave. Vous n'êtes pas en train d'aider la personne. Vous êtes en train de travailler comme une mamie. Vous dites des choses que je ne sais pas qui vous a dit et vous passez l'information. Ça, c'est pas professionnel. Excusez-moi. Augmenter l'apport des aliments riches en fibres. Tout ça sont des conseils généralisés. Vous n'avez pas fait un à je ne sais pas combien pour un patient sans savoir son âge, sa condition, ses antécédents, ses déclencheurs, son historique. Parce que sinon, pourquoi on sera là? Je suis en train de vous dire que vous allez prendre tout ça en considération. Est-ce que vous allez réduire le sel de tout le monde? Non. Est-ce que vous allez réduire les trans industrialisés de tout le monde? Oui. Mais est-ce que vous allez réduire la charge glycémique de tout le monde? Non. Tout ça, c'est selon chaque personne. Sinon, vous n'allez pas changer, transformer la vie de personne. C'est ça la question. Connaissez vos gènes. Ça, c'est intéressant pour ceux qui supportent, qui peuvent connaître leurs gènes. Et finalement, c'est la solution que je propose à vous, professionnels de santé, c'est connaissez, pratiquez la nutrition fonctionnelle. Parce qu'elle est dans la possibilité de vous tous. Ça dépend d'une personne pour pratiquer la nutrition fonctionnelle. Une personne. Vous-même. Il faut investir votre tête, votre cognitif, votre envie de devenir le expert, le professionnel de demain. C'est à vous cette responsabilité. C'est à vous la responsabilité de capter le maximum de patientes si vous avez le sentiment que vous pouvez vraiment changer, transformer la vie de l'autre. Si vous n'êtes pas là encore, c'est parce que vous n'avez pas fait encore le chemin, vous avez encore besoin de connaissances, vous avez besoin de vous assurer. Mais le processus, il ne doit pas être long. Parce que si je parle en professionnel de santé, c'est parce que vous avez déjà un diplôme, quelque part. Donc, c'est une question de connaissance vis-à-vis de cette merveille qui est la nutrition fonctionnelle. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt avec notre 19-29. Merci à vous tous pour la confiance. Merci d'être là et à bientôt. Vem comigo!